Bonjour, je crois qu'on est bon, il est 13h30. Eh ben, bienvenue à vous, aventurières et aventuriers du code, les paladins de la Sainte Pipeline, les rôdeuses du Refacto, les enchanteuses front-end, les orques du back-end. C'est comme ça que je les différencie. Aujourd'hui, je vous invite à une petite quête un peu particulière à rajouter à votre journal de quête. Alors, je ne vais pas vous parler de nouvelles techno, de framework, hype, ni d'IA. On s'est mis d'accord entre speakers pour ne pas parler d'IA aujourd'hui. Voilà, vous en entendez parler assez. Mais moi, je veux vous parler de ce qui fait que voilà, tous les jours, on se connecte à notre IDE, qu'on fait des reviews de merge requests, qu'on décrypte des tickets Jira obscurs. On va parler de motivation. Et la motivation voilà, dans l'IT. Alors pourquoi certains jours on a de l'élan, on a envie, et puis d'autres où chaque clic c'est vraiment un effort surhumain. Voilà. Des fois il y a des tâches captivantes et puis d'autres un petit peu moins. Voilà, c'est l'énergie du moment. Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé? Et moi je voulais explorer cette question en m'inspirant de quelque chose que j'aime bien, c'est le jeu. Et en s'inspirant de nos expériences de jeu, et en parlant aussi de la théorie du jeu qui existe. Et voilà, pas pour faire semblant, petit disclaimer, j'ai pas envie de faire semblant que le boulot ça soit un jeu et faire c'est super fun de coder, c'est fun, mais c'est aussi très sérieux. Donc voilà, on va en parler aussi. Mais moi je veux parler du jeu parce que le jeu il sait très bien comment faire pour nous impliquer et donner du sens dans ce qu'on fait. Donc voilà, un petit voyage entre les deux mondes, celui du développement logiciel ou même du domaine de l'IT, de ce qu'on fait dans nos métiers, de l'engineering et autres, et puis celui de la gamification. Alors moi je m'appelle Paul Roy, il y a ma petite fiche de perso ici. Je travaille à S2I Atlantique à Nantes plus particulièrement, où je suis lead tech là-bas et puis je coordonne des missions on va dire d'expertise, mais surtout sur une partie back-end. Et puis accessoirement, ce qui va m'occuper beaucoup de temps, c'est de jouer, donc toutes sortes de choses. Et j'ai appelé cette conf le code dont vous êtes le héros parce que vraiment quand j'étais gamin, ce qui m'a aidé à lire, c'était d'avoir le contrôle sur ce que je faisais et ça me motivait d'avoir, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces livres, les livres dont vous êtes le héros, où vous pouviez faire vos propres choix dans le livre. Donc c'est un petit peu l'idée ici de ce que je veux vous présenter. Alors moi je suis joueur et puis des fois, mais très peu, j'ai vu les deux mondes se croiser, celui du travail et du jeu, ça a été assez rare. Mais en tout cas ça m'a fasciné et très vite il y a une question qui m'est venue, c'est est-ce qu'on peut mélanger les deux? Est-ce qu'on peut mélanger le jeu qui est un espace de plaisir, un peu protégé, de liberté, et le monde du travail qui est contraint, qui est sérieux et qui est un peu parfois pressurisé? Et je me suis demandé, est-ce qu'on a le droit de le faire finalement? Quand j'ai préparé cette conf, on m'a reproché presque de dire non mais attends, moi le jeu c'est ma passion, tu vas pas m'obliger à jouer au travail. Et j'entends qu'il y a peut-être des personnes ici dans la salle qui adorent jouer et qui n'ont surtout pas envie de jouer au boulot. Donc je suis désolé, vous allez subir cette conférence un petit peu. Et voilà. Si on doit gamifier une tâche pour la rendre supportable, est-ce qu'on se trompe pas de combat finalement? Parce que si la tâche était insupportable, c'est peut-être intrinsèquement elle est mal faite. J'ai oublié de démarrer le compteur. J'espère que j'aurai pas de retard. Voilà, on pourrait croire que parler de jeu dans un contexte pro, ça sonne léger, voire gadget, et que c'est pas pris au sérieux. Mais pour moi, le jeu, en fait, c'est hyper sérieux. Même si le jeu, c'est l'enfance dans l'imaginaire collectif, donc c'est pas pareil que le travail qui est censé ne pas être amusant. Mais en fait, moi, je trouve que le jeu, c'est très sérieux, parce que le jeu, c'est un terrain d'apprentissage qui est fondamental. Voilà. Quand on est petit, c'est par le jeu qu'on apprend, c'est par le jeu qu'on explore et qu'on apprend à interagir avec les autres. C'est comme ça qu'on apprend à recommencer, à collaborer, voire à ruser. Donc ça simule bien ce qu'on va faire plus tard. En tout cas, le jeu, pour moi, c'est très sérieux. Et en fait, dans notre quotidien de dev, moi, je vois un parallèle entre les deux, entre le jeu et les mécaniques de jeu. Donc, il y a des quêtes, on peut résoudre des bugs complexes. Il y a des niveaux entre le moment où on va s'attaquer à un petit legacy, ou alors on va migrer toute une infra. Voilà, on va progresser dans la difficulté. Et puis, il y a de la coopération. On fait du code review, on fait du pair programming. Et puis, il y a des boss de fin de sprint avec les fameuses mises en production, du die and retry qu'on peut faire. Et voilà, parfois en fait, on perd le fil dans le boulot, les tâches elles deviennent abstraites, les tickets Jira ils sont obscurs s'ils existent, et l'objectif est un petit peu lointain, et la gamification elle peut servir de levier. Voilà, pas comme un vernis, pas comme une carotte, mais plutôt un levier pour structurer un peu ce qu'on fait, un outil en plus, puisqu'on en a d'autres, des outils dans nos métiers. Voilà, c'est pour ça que je crois un petit peu à son potentiel. Alors c'est un petit peu, j'invoque quelque chose en espérant que ça puisse marcher parce que j'ai pu le mettre en place, mais j'ai pas pu tout faire. Mais c'est juste, je suis persuadé que ça peut marcher. Voilà.
Voilà, pour redonner du sens et de l'envie. Je vais vous parler gamification. Alors la gamification, on va être clair, c'est pas une baguette magique. C'est pas non plus un habillage pour, voilà, comme je disais, pour une activité qui est absurde. Et puis ça va pas répondre à tous les problèmes. Mais je vois ça plutôt comme une boussole, voilà, comme si on appliquait une sorte de framework. Enfin, on n'est pas obligé de prendre tout un framework et de l'appliquer. On peut prendre des petites briques. Voilà, une sorte de grille de lecture pour motiver les gens à s'impliquer, à progresser et à se dépasser dans des contextes qui sont parfois complexes dans le métier. Donc voilà. Donc, quand on gamifie bien, on rend pas juste la tâche fun, en fait, on la rend lisible, gratifiante, enfin voilà, collective. Il y a des mécaniques qui sont claires, qui font émerger de l'envie. Alors parfois, c'est juste du plaisir parce que c'est fun. Voilà. Mais si on l'utilise comme un masque de la réalité, comme un vernis de fun obligatoire, en fait, on se plante. Parce qu'en fait, on manipule les gens, on leur dit c'est fun coder, alors que non, c'est pas fun, c'est hyper sérieux. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai des collègues qui travaillent dans la défense, par exemple. Alors, si on leur dit c'est fun, ça va peut-être pas passer, quoi. Et eux, c'est très sérieux ce qu'ils font dans de la cyber, des choses comme ça. Et voilà, on peut quand même avoir cette approche-là. C'est une approche ludique, mais je pense, moi, je vois ça vraiment de façon lucide, comme un outil pour transformer ce qu'on fait. Voilà. Comme une brique, en fait, on a pris l'agilité. Notre métier existait déjà avant. On a pris l'agilité comme une brique pour faciliter. Et je pense qu'on peut prendre le jeu pour faciliter, pas comme un pansement pour les problèmes structurels qu'on a dans la tech, mais voilà, comme un outil. Alors, désolé, je vais faire un petit peu de théorie, petit disclaimer. Je vais vous parler des mécaniques qui fait qu'on puisse être motivé, et parce que quand on parle de gamification, on pense à des points, des badges, des classements, mais ça, c'est vraiment que les mécaniques superficielles, et même dans le boulot, c'est juste superficiel. On peut être motivé par le salaire qu'on va avoir ou par la petite prime, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, je vais dire, il y a 4 mécaniques dans la motivation. Le premier, c'est d'avoir des objectifs clairs. Donc en fait, dans un bon jeu, on sait toujours quoi faire. Il y a une quête, il y a une mission, il y a une prochaine étape. Et en développement logiciel, c'est parfois l'inverse. Des tickets flous, Jira, des enjeux qui ne sont pas forcément visibles pour nous. Des fois, quand on est les mains dans le cambouis, on ne voit pas qu'est-ce qu'on dessert comme enjeu. Et puis des tâches, on voit pas à quoi on contribue. Donc quand on gamifie, en tout cas dans le jeu, on a une trajectoire qui est assez visible. Voici notre quête commune, voici ce qu'on peut faire pour y contribuer, et voilà comment on peut progresser. Autre chose de très important dans le jeu, et c'est pour ça qu'on joue, c'est parce qu'en fait on a un feedback qui est immédiat. C'est vraiment le retour. Quand on joue dans un jeu, on tape sur un monstre avec notre épée, le monstre il meurt, on le voit mourir, et puis on voit notre barre d'expérience qui progresse. C'est immédiat en fait. On prend un objet, on l'a dans l'inventaire, on tape un ennemi, voilà. En dev, on passe 2 jours, 3 semaines à refacto un bout de code, et en fait il n'y a personne pour nous dire si on est sur la bonne voie, il n'y a personne pour nous dire si ça avance, notre IDE, il n'y a pas de barre de progression. Voilà, on n'a pas de feedback. Donc avec la gamification, on peut avoir des petites boucles de feedback qui sont visibles. Alors ça peut être des badges, des jauges, des choses comme ça. Mais en tout cas, dans le jeu, on le voit. Et des fois, dans nos tâches, on ne le voit pas. Dans nos tâches de dev ou dans l'IT. Donc voilà, en mettant des mécaniques de jeu, on pourrait les voir. Et puis, donc, il y a 2 types de motivation. Donc j'en parlais, tout ce qui est le plus visible, c'est les récompenses. Donc un trophée, un classement, une médaille. Voilà, ça peut fonctionner pour démarrer un peu l'engagement. Et ça fait souvent des bons jeux. On est des fois simplement motivé, voilà, parce qu'on voit ce qui se passe. Et puis voilà. Voilà. Donc ça, c'est la motivation, on va dire extrinsèque. Je fais l'action parce qu'il y a une récompense extérieure. Mais ça, c'est un peu fragile parce que si ça disparaît, l'engagement aussi. Et puis ça peut être un peu perçu comme manipulateur, quoi. Fais bien ton travail, si tu es le premier à committer le maximum de lignes de code, tu auras le badge. C'est super, mais bon, ça ne motive pas tout le monde d'avoir juste un badge à côté de son titre. Voilà. Et par contre, il y a la motivation intrinsèque, et ça nous parle un petit peu plus. C'est pour ça, en fait, c'est là la vraie puissance du jeu, en fait, c'est le plaisir qu'on ressent quand on résout une énigme dans le jeu, quand on réussit un niveau difficile, quand on explore un nouveau monde. Voilà, l'expérience en elle-même, elle est engageante en fait. C'est juste le jeu en lui-même qui est engageant. Et en développement, c'est souvent pour ça qu'on a commencé. En fait, c'est la satisfaction qu'on a quand on résout, qu'on prend un bout de code legacy, quand on crée quelque chose qui marche. Voilà. C'est des fois ça qu'on essaie de raviver et qu'on perd un petit peu quand on va faire de la refacto, quoi.
Donc voilà les 4 piliers un petit peu, comment fonctionne la motivation. Donc il y a, dans le domaine du jeu, dans la gamification, il y a des choses qui ont été théorisées par des personnes, notamment Jen McGonigal, qui a fait un livre qui est super, qui s'appelle Reality is Broken. Elle est chercheuse et game designer, et dans son livre, elle affirme que les jeux sont meilleurs que la réalité, tout simplement, sur 3 points. Et c'est là que ça rejoint un petit peu la motivation, c'est que ça donne du sens. Il y a du feedback immédiat et il y a une possibilité de progression claire. Elle, ce qu'elle dit, c'est assez clair, le monde réel est nul et les jeux ne le sont pas, c'est-à-dire ils sont plutôt, c'est mieux et c'est pour ça qu'on y joue. Donc en fait, elle, dans son livre, donc elle dit c'est pas déprimant, hein, elle ne nous incite pas à rester enfermés chez nous à geeker, mais en fait, elle nous invite à s'inspirer de ce que fait le jeu, de la structure, pour réparer les bouts du monde réel qui manquent de sens ou de clarté. Voilà. Et le travail, ça en fait parfois partie. Donc c'est super intéressant. Alors c'est pas la seule à avoir théorisé des choses dans le monde du game design. Il y a une autre référence clé. Ouais, vous avez vu, il y a un boulot qui a été fait sur les animations quand même. Il y a une autre référence, donc c'est Yu Kai-Shu qui a créé un framework qui s'appelle Octalysis, qui identifie 8 grands leviers de motivation. Et il propose ce framework pour trouver des leviers de motivation pour le jeu, mais en fait on peut les appliquer pour autre chose. Donc il y a 8 leviers, désolé c'est pour la partie théorique. Donc le premier levier c'est de donner du sens. Le sens c'est la raison profonde pour laquelle les joueurs ou les utilisateurs, du coup dans notre cas les utilisateurs de NoSoft, ils sont attirés par une activité ou un produit. Alors les utilisateurs de NoSoft, mais nous en tant que joueurs, dans notre équipe agile, pourquoi on est attiré par une activité ou un produit, voilà, le sentiment de contribuer. Il y a l'accomplissement, c'est une traduction littérale un peu de l'anglais, l'accomplishment, c'est la motivation qui est liée à la sensation de progrès et de réussite, de complétion de tâches ou de défis, voilà, les étapes, les récompenses et les étapes franchies, voilà, qui sont des éléments clés. Moi par exemple, ça me parle beaucoup en tant que joueur, moi je suis un gros complétionniste. C'est-à-dire j'aime bien finir les jeux à 100%, c'est un gros problème, en particulier les Assassin's Creed, les choses comme ça, qui sont impossibles à finir, c'est un enfer, du coup je les finis jamais. Bref, du coup pas très clair leurs objectifs, mais bon bref. Deux autres leviers, il y a l'empowerment et la propriété. Alors l'empowerment, le pouvoir, j'ai pas réussi à le traduire mieux que ça, la sensation de contrôle en fait, d'influence qu'on peut avoir quand on interagit avec le système, la maîtrise en fait. Et ça peut être obtenu en faisant des choix significatifs dans un jeu ou en personnalisant, pourquoi pas notre personnage. En fait, on prend le contrôle, voilà. Et puis il y a la propriété qui a le sentiment de posséder quelque chose. On nous confie quelque chose, on est responsable, on est attaché. Alors dans notre métier, on va nous mettre responsable d'un produit, d'une application, d'un module, d'une fonctionnalité. Et en fait, on est motivé parce qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous appartient et qu'on a le contrôle dessus, on nous a confié quelque chose et cette chose, elle est importante. Alors moi, j'en ai beaucoup dans le jeu, je suis aussi maître du jeu en jeu de rôle et j'ai beaucoup de joueurs qui aiment bien avoir possédé cette fameuse épée +4 et ils ont une sensation de pouvoir, de contrôle et c'est important pour eux. Voilà. Pas pour tous les joueurs, mais en tout cas pour certains joueurs, ceux-là en particulier, c'est important. Autre chose qui est important, donc, c'est l'influence sociale. L'influence sociale parce qu'on va avoir de l'interaction avec les autres utilisateurs et parfois dans nos métiers on est un petit peu tout seul et on voit bien que l'agilité ça a changé tout dans nos métiers, enfin je trouve. Peut-être qu'on travaillait en équipe, mais on travaillait avant aussi, mais on travaille plus efficacement maintenant, on dialogue mieux, on dialogue avec le métier, etc. Mais c'est toujours des choses qu'on doit améliorer. Et dans le jeu, en tout cas, c'est les jeux qui marchent bien, alors il y a des jeux solo, mais les jeux en multijoueur quand même, ça envahit nos plateformes, j'ai envie de dire. Le désir de se conformer aux autres, ou alors justement d'être en compétition ou en coopération avec les autres. Donc le côté social dans le jeu. La rareté aussi. Un jeu qui dans son framework, qui parle de rareté parce que il parle de ça pour la valeur qu'on perçoit d'une récompense ou d'une opportunité en fonction de sa rareté. Donc là, ça va aussi avec mes joueurs là, qui adorent posséder cette épée +4, mais si cette épée +4 elle est unique dans le jeu, eh ben, ils ont une grande satisfaction. Voilà. Alors comment on applique ça dans le monde du travail, c'est un petit peu
à voir, hein, mais voilà. Je vous parle juste de ce framework-là qui est applicable dans le jeu, mais on peut prendre certaines briques pour l'appliquer dans le travail. Autre chose, c'est l'anticipation. C'est l'excitation ou l'attrait qu'on a pour quelque chose qui est à venir, comme des récompenses, des défis ou des événements futurs. Et moi, ça me parle beaucoup, l'anticipation, parce que, en fait, je vous parlais tout à l'heure de quand on est petit et qu'on joue. Et il y a quelque chose, alors moi j'ai une fille qui a 4 ans, et je l'ai vu, c'est qu'en fait, ils adorent quand ils vont faire une action qu'ils ont déjà faite, ils savent déjà ce qui va se passer, mais on le refait quand même. C'est-à-dire, on va refaire le même jeu, et ils adorent. Il y a un grand plaisir pour eux de voir que, en fait, ce qui va être fait, ils peuvent anticiper et prévoir ce qui va se passer. En fait, dans le jeu, il y a beaucoup de choses comme ça voilà, on maîtrise le jeu, on sait ce qui va se passer, voilà. Et en fait, ça fait partie de levier de motivation. Et puis après, il y a on va dire le pendant, enfin l'inverse, un petit peu, c'est l'inattendu. Ce qu'on n'a pas du tout prévu, c'est voilà, la surprise, l'inattendu dans l'expérience. Voilà, ce qui peut simuler l'intérêt un petit peu en introduisant des changements. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand on prend ça et qu'on essaye de l'appliquer dans le travail? On a une problématique et on essaye de prendre ces éléments de game design en ce qui concerne la motivation. Alors moi j'ai 3 retours d'expérience que je peux vous faire, que j'ai appliqué un petit peu pour certains, et puis d'autres non, pas du tout. C'est juste voilà, j'ai juste pris du retour d'expérience de l'extérieur. Le premier que j'ai eu, c'est autour d'une conférence que j'ai suivie au Devox il y a quelques années par Helen Wallace et James McMahon, qui travaillaient alors à Murex, je ne sais pas s'ils y bossent encore. Ils avaient une base de code qui avait 15 ans, avec une dette technique qui était énorme, et c'était un défi majeur pour eux. Et pour y remédier, ils ont lancé une initiative qu'ils ont appelée Sonar Smash. Donc ils ont utilisé Sonar, et ils ont fait une compétition interne pour inciter leurs équipes de dev, mais pas que, à améliorer leur qualité de code. Donc ils étaient organisés en équipe, et ils avaient pour objectif de corriger des défauts identifiés par SonarCube. Donc là c'est pendant leur conférence. On peut la trouver sur Internet d'ailleurs, sur YouTube. Vous cherchez Sonar Smash, vous allez la trouver. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en recherchant cette conf, puisque ça me parlait, je suis retombé sur cette slide où il parle de la motivation justement. Donc voilà, je trouvais que ça avait un bon lien avec ce dont je voulais parler. Donc eux, ils ont pris leur Sonar, ils avaient 15 000 défauts, 3 000 jours de dette technique selon Sonar. Et ce qu'ils ont mis en place, donc, c'est par équipe de 2 à 5 personnes, des équipes mixtes, pas simplement des devs, mais des équipes mixtes en expérience en service, des juniors, des seniors, mais aussi des gens du métier, des testeurs, des PO, et pas avec les mêmes coéquipiers qu'ils avaient dans leur sprint habituel, mais ils ont essayé de décloisonner un petit peu. Et ils ont mis en place, donc alors ils avaient des thématiques, eux, quand ils faisaient leur Sonar Smash, c'est-à-dire un coup c'était Game of Thrones, un coup c'était le sport, ça dépendait des sprints, et puis et donc ils utilisaient qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit connard. SonarCube et pas ConnarSub. SonarCube, on ne pourra pas le couper sur YouTube, ça c'est terrible. SonarLint, Jacoco, des outils d'analyse statique, etc. Et ils ont fait un scoring maison qui était basé sur la dette technique qui était résolue, la couverture de test qui était améliorée. Et avec donc des trophées, forcément, un repas offert pour l'équipe qui parviendrait à résoudre le plus de bugs possible. J'ai peur de dire une bêtise. Voilà. Mais alors, ce qui était bien, donc la visibilité est assez forte, puisqu'ils annonçaient ça en sprint review. Il y avait un leaderboard, voilà, des meilleurs joueurs, des meilleures équipes, avec des trophées qui étaient affichés. Et pour eux, ça a été vraiment fondateur, en tout cas dans leur boîte. Déjà ils ont refactoré 230 classes, 1000 défauts résolus dans Sonar, 7000 lignes de code, etc. Mais surtout ils ont eu un impact culturel hyper fort, parce qu'ils ont eu une prise de conscience collective de leur dette technique, parce que souvent c'est un truc de dev, on dit on a de la dette technique, on ne peut pas s'en occuper, et puis en fait côté métier ils ont d'autres priorités. Mais ça a permis de mettre le doigt dessus en tout cas, et d'avoir cette prise de conscience collective, et puis d'avoir de la fierté aussi à améliorer leurs produits, et puis l'entraide. Donc, parce que les non-devs, ils ont été impliqués aussi dans la dynamique, donc il y a une meilleure compréhension, ils ont commencé à bosser ensemble. Donc voilà, même le management était enthousiaste, parce que c'est vrai que même moi, quand je parle des fois chez moi de gamification, on me dit t'es gentil quand même, mais on fait de la tech, hein, c'est sérieux, là, vous n'allez pas perdre du temps un petit peu, mais là en fait il y a un vrai impact. Voilà. Donc eux, ils ont commencé par des quick wins, forcément, les plus gros bugs, les classes qui étaient les plus impactantes, etc. Et puis, voilà, ce qui était bien, c'est qu'ils rendent les règles qui étaient visibles, c'est équitable. Donc voilà, un peu comme dans le jeu, voilà, tout est clair, tout est affiché, on sait ce qui va se passer, on sait quelles vont être les récompenses. Voilà. Alors par contre, ils ont alterné, ils n'ont pas toujours fait ça. Hein. Il y avait un sprint de temps en temps où ils pouvaient faire ça, et puis après le résultat, ils repartaient sur leurs exercices, quoi. Alors moi, je trouve que c'est un bel exemple.
Voilà. Même s'il y a beaucoup de motivation à dire extrinsèque, c'est-à-dire c'est du leaderboard, etc. Mais ça a permis aussi de leur redonner goût à s'attaquer à la dette technique. Voilà, donc on peut retrouver avec cet exemple-là voilà, le fait qu'il y a ce pilier, ce levier du sens, voilà, de retrouver un sens dans ce qu'on fait, l'accomplissement, puisqu'on va progresser dans la réduction de la dette technique, et puis il y a à la fois des motivations extrinsèques et intrinsèques, et puis il y a aussi le côté social d'avoir travaillé en équipe. Voilà. Donc ça, je trouve, c'est super. Voilà, j'ai trouvé ça vachement bien. On l'a fait un petit peu dans des équipes que j'ai pu avoir dans d'autres projets, dans une certaine mesure, parce que voilà, fallait... Là, eux, chez Murex, ils avaient mis en place un plugin Sonar, etc. Nous, on n'était pas allé jusque-là, mais on avait un petit peu gamifié nos tâches autour de la dette technique et ça fonctionnait plutôt bien. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est GameIt. On va dire, c'est une offre. En tout cas, c'est une idée qu'ont deux collègues chez S2I, Jean-Philippe et Patrick. Donc, eux, ils ont construit un serious game pour accompagner des transformations agiles à l'échelle. À l'origine, eux, ils animaient des formations safe qui étaient très théoriques, qui n'étaient pas engageantes, c'était pas pratique. Voilà, ils n'étaient pas très satisfaits. Ils se sont dit, et si on transformait ça en expérience vivante, en une sorte de situation simulée? Alors leur idée, c'est pas juste de faire une formation PowerPoint, mais de plonger les gens dans un monde fictif. Donc là, on voit ce qu'ils ont obtenu. Enfin, ils ont fait un plateau de jeu. Donc ils plongent les gens dans un monde fictif. L'équipe doit résoudre des problèmes concrets. En équipe, donc avec des décisions à prendre, des conflits à gérer, des objectifs communs. Alors ils construisent un jeu de rôle avec une métaphore qui est celle d'une ville qui est en transformation, qui doit faire face à la montée des eaux. Et chaque participant il joue un rôle dans cette organisation. Voilà. Et dans l'aventure, du coup, ils vont expérimenter des concepts clés de l'agilité à l'échelle, voilà. Pas juste de façon théorique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on pourrait faire un jeu de rôle de nos métiers. Moi je suis dev, moi je suis Scrum Master, mais en fait on est plongé dans le réel et du coup ça fonctionne pas. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sortent du réel, puisque en fait ils vont jouer le rôle de maire, ils vont jouer le rôle de la personne qui va réaliser les travaux, les services de secours, etc. Et donc, du coup ça leur permet d'expérimenter l'agilité, mais sans être plongé dans le boulot. Voilà, l'espace il est sécurisé. Et il m'en parlait comme ça, c'était que en fait dans cet espace-là, finalement, on n'est pas dans le boulot, donc on peut s'exprimer, on peut poser des questions, on peut se tromper en fait. C'est un super bac à sable. Le jeu, c'est bac à sable pédagogique par excellence, quoi. Alors eux, ils l'ont amélioré le jeu, hein, ils ont fait plusieurs itérations, ils ont même rajouté du théâtre à la fin avec des éléments de décor, des déguisements. Voilà, c'était pas prévu, mais en fait ça aide aussi les participants à sortir du quotidien. Voilà. En fait, tout est construit pour favoriser l'apprentissage et pas juste pour divertir. Il y a un chercheur, François d'ADI, qui dit que l'apprentissage, c'est plus durable quand il est vécu et quand on l'expérimente vraiment, quand on incarne la chose, et que ça crée des conditions idéales pour ça. Voilà, donc ça active la mémoire, l'émotion, on participe activement. Voilà. Il y a des études, beaucoup d'études en sciences cognitives qui montrent qu'en fait, on apprend mieux quand on expérimente et qu'on joue. Voilà. Je vous en parlais tout à l'heure des enfants. Voilà, j'ai parlé de ma fille, il fallait que j'en parle. Je sais pas, en tant que papa, voilà. Les enfants, ils apprennent plus vite quand ils jouent. Le choix de la métaphore aussi, pour eux, il était pas mal, il était important. Ils ont pris la ville parce que c'est une métaphore qui est simple, qui est accessible. Voilà, tout le monde est universel, permet de comprendre rapidement des concepts complexes en fait. On parle d'urbanisme, de flux, de quartier, etc. Alors, quand je leur ai présenté ma conf, moi, ils m'ont conseillé de ne pas partir du tout dans l'heroic fantasy, etc. Bon, là, c'est loupé, avec mes dragons et tout. Parce qu'ils m'ont dit, ça parle pas, c'est pas un univers qui parle à tout le monde. Il y en a qui sont un peu frileux. Donc, en fait, si on doit gamifier une tâche, en fait, il faut penser à tout le monde. Et voilà. On n'est pas obligé de partir toujours dans le jeu. On pense toujours le jeu avec l'heroic fantasy, les épées, les trucs un peu médiévaux. Mais il y a un petit peu de tout, il y a tout type de jeu. Et eux, ils sont partis dans cette métaphore de la ville. Et ça permet de se décentrer. Donc, eux, ils ont une vision vachement critique de la gamification. Ils vont refaire toute ma presse. Hein. Pour eux, il faut faire attention à ne pas infantiliser. Des fois, ce qu'on peut avoir, c'est le travers de la gamification un petit peu. Si on donne un badge à chaque tâche, on ne résout pas les vrais problèmes de fond. Et voilà, le jeu, c'est pas un outil pour masquer les dysfonctionnements, c'est un espace vraiment d'expérimentation. Voilà, comme je vous disais, il faut éviter les univers qui sont trop spécifiques et qui pourraient exclure des participants. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça bien, c'est un super catalyseur et ça fonctionne. Et j'en parle aussi, on m'en a parlé tout à l'heure, on m'a dit mais vous l'avez fait chez Michelin ou chez Limagrin, donc je crois qu'ils ont donné 2 sessions de formation autour d'un dispositif qui s'appelle City for Safe. Voilà.
Donc on retrouve là aussi qui vient répondre à des problématiques, et on retrouve donc du coup certains leviers, le sens, la collaboration avec l'engagement social, et puis cette incarnation d'être dans un jeu de rôle, on reprend le pouvoir, une sensation d'empowerment. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, ils en ont fait un podcast. Jean-Philippe en parle dans un podcast qui est sur internet, que vous pourrez retrouver si vous cherchez Serious Game S2I, vous allez tomber sur lui. Voilà. Et il en parle mieux que moi en tout cas. Et la troisième expérimentation dont je voulais vous parler, donc c'est quelque chose qu'on a fait à S2I Atlantique. Donc on a notre client Thales avec qui on travaille, qui ont des problèmes de sécurité critiques sur des applications, c'est très sérieux. Et puis moi, c'est sympa de gamifier une formation ou une clean code week, mais est-ce qu'on peut vraiment jouer avec des sujets critiques, comme la défense par exemple, où il y a des problèmes de cybersécu, de qualité qui sont sur des applis stratégiques. Donc on s'est posé la question quand on a lancé un projet de Bug Bounty avec eux il y a 4 ans. Alors, en fait, application critique à évaluer, il y avait un mix web, mobile, des API, et un périmètre qui n'est pas drôle à la base. Donc est-ce qu'on peut vraiment faire du jeu? Enfin, on va amener des gens qui vont faire du pentest et tout, est-ce qu'on peut vraiment jouer sur ça? Mais on a proposé un format de Bug Bounty interne, donc inspiré des grandes plateformes de Bug Bounty qui existent dans des grandes boîtes. Mais ici, on a fonctionné en mode sandbox, un environnement cloisonné, safe, dans lequel on peut aller chercher la faille et tout casser. Le but, c'était de faire ça, c'était de chercher des bugs qu'ils n'avaient pas trouvés dans leurs équipes Thales, justement, de penser out of the box, c'est comme ça qu'on dit. Donc, on a constitué 4 équipes avec un vrai mix de profils, dev, testeurs, sécu, infra. On a gamifié ça avec des équipes autour de l'univers Lego. Et on avait un jour et demi avec du score pour chaque type de bug. Voilà, selon si c'était un bug de sécurité et vulnérabilité, là c'était le plus de points. On gagnait 8 briques Lego. Et par contre, si c'était juste de l'orthographe et de la traduction, il y avait 0,5 briques. Donc moi, dans notre équipe, on a fait beaucoup de corrections d'orthographe, mais on a gagné parce qu'on en a corrigé beaucoup plus que ceux qui sont allés se friter à des bugs de sécurité. On peut critiquer. Et voilà, en fait, et chacun avait carte blanche aussi pour organiser les attaques. Donc ça permettait d'avoir des choses qui étaient vachement créatives, et ça a marché en fait au-delà de leurs attentes. Donc il y a des bugs qui ont été trouvés forcément, avec des choses vraiment surprenantes. Et puis en fait, on a créé une vraie collaboration, un vrai esprit d'équipe entre nos deux entités. On a bossé ensemble, c'était vraiment, alors c'était une parenthèse ludique, mais à la fois très sérieux. On a monté en compétence sur des problématiques de cybersécu, et voilà, ça nous a fait apprendre ensemble, on a travaillé ensemble et c'était top. Voilà, et on le refait régulièrement, tous les ans on propose, on fait un bug bounty ou autre autour du jeu en fait finalement. Et ça a structuré un peu ce que devient notre collaboration maintenant avec Thales à S2I Atlantique. Voilà, donc ça on peut jouer sérieusement, mais quand on conçoit bien les règles du jeu. Un petit tutoriel si vous le voulez, si vous avez envie. Donc moi ce que je vous proposais là, c'est une sorte des frameworks, des idées. Comment vous voulez faire si vous voulez le faire de votre côté. Alors déjà ce qui est important, une petite remarque sur ce sur quoi vous devez faire attention, c'est que la gamification, c'est pas mettre des points et des badges. Vous avez vu les animations, c'est incroyable. C'est designer en fait une expérience qui soutient la motivation. C'est vraiment un travail de fond et pas de surface, parce qu'on souvent on confond, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, je me redis, mais je me répète, on confond gamification et habillage ludique. Mais voilà, le jeu, c'est pas une carte de fidélité avec des cases à cocher là. En fait, dans un vrai jeu, ce qui nous fait rester, c'est la qualité de l'expérience. On nous donne de la liberté, des choix, voilà, on a du feedback, et voilà. Donc c'est ça qu'on peut adapter dans le monde du travail, pas pour trahir la réalité, mais pour l'organiser différemment. Si je dois vous donner un conseil, c'est éviter les travers des points, des badges, des leaderboards. Vous pouvez le faire, mais en tout cas, ça va aller un temps si vous voulez faire de la gamification. Parce que la gamification profonde, c'est un peu du design organisationnel. Il manque un truc? Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est du design organisationnel, voilà, c'est chouette, on fait des rituels partagés autour du jeu, voilà. Et il y a du fun, mais il faut que ça ait un sens en tout cas. Dans votre équipe de joueurs, il y a plusieurs typologies de joueurs en fait. Quand on parle de jeu, on pense souvent à ce qu'on aime. Moi, j'aime bien les jeux, voilà, où on peut faire complétionniste, mais j'aime aussi les jeux d'enquête, etc., où il y a des énigmes. Mais ça ne plaît pas à tous les types de joueurs et tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Et ça, c'est important, si vous voulez mettre de la gamification, c'est d'explorer un petit peu les différents types de joueurs que vous avez dans votre équipe. Et il faut aussi voir qu'il y a des gens qui ne voudront pas jouer aussi. C'est important aussi de prendre en compte ça pour eux, c'est-à-dire de ne pas forcer aussi la chose. Il y a 4 grands types de joueurs qui ont été
Voilà, c'est Richard Bartle qui a étudié les joueurs de MMO, enfin c'était même avant les MMO, les jeux multijoueurs, qui a proposé une typologie simple qu'on retrouve dans plein de jeux. Il y a quatre grands types de joueurs. Il y a les achieveurs ou les achiveuses, c'est ceux qui aiment bien atteindre des objectifs, qui aiment bien remplir des missions, débloquer des badges. Il y a les explorers, les exploratrices, qui aiment bien comprendre, découvrir les systèmes, creuser le fonctionnement profond. C'est ça qu'on va trouver un petit peu dans nos équipes, hein, les craftsmen, les craftswomen. On a les socializers, qui deviennent souvent Scrum Master au bout d'un moment, qui aiment bien collaborer, échanger, aider les autres, voilà, qui aiment être en lien, en fait, ils aiment bien travailler en équipe, ils aiment le pair programming, ensemble programming, voilà, c'est pas... À la différence souvent des killers qui sont les compétiteurs, les compétitrices qui aiment bien voilà, se classer, gagner face aux autres, voilà. Donc on les retrouve ça dans le travail, peut-être que vous voyez de qui je veux parler. Et dans une équipe de dev, on a souvent un mix. Il y en a qui adorent débloquer les succès GitLab, l'autre qui veut juste comprendre comment fonctionne ce foutu microservice, et il y en a un troisième qui veut que l'équipe avance ensemble, main dans la main, mettre un sous-titre au sprint, là, vous savez, on peut faire ça. Et un dernier qui veut être premier au leaderboard du bug bash qu'on a organisé. Voilà. Voilà. La vraie erreur, c'est que tout le monde va aimer tout, mais en fait, il y a des différents profils. C'est à vous de voir dans votre équipe ce qu'ils ont envie de faire. Hein. De toute façon, quand on va gamifier, il ne faut pas faire ça tout seul dans son coin. Il faut travailler en équipe et voir ce qui va plaire à tout le monde. Voilà. D'ailleurs, on peut faire un petit sondage. Vous êtes plus, vous avez le droit de voter à plusieurs choses. Hein. Qui est ici achiever? Ah ouais, pas mal, ok. Qui est plutôt explorer, qui aime découvrir? Ah oui, encore mieux, d'accord. Qui est un socializer, qui aime bien jouer en multijoueur ici. Ah, d'accord, je vais rester. Il y en a, mais globalement, vous restez un petit peu chez vous à jouer à vos jeux solo, il n'y a pas de problème. Et les killers, il y en a ici? Les gens qui adorent la compète? Un petit peu moins. Donc ici, à Clermont-Ferrand, on est plus exploratrice. Ça doit être dû à l'environnement que vous avez autour de vous, quoi. C'est propice à ça. Donc première quête, si vous voulez vous lancer, donc je disais, la gamifier, c'est pas un coup de baguette magique avec un sort à lancer. C'est du game design, donc ça se travaille, c'est de la pédagogie. Il faut le penser, il faut le tester, il faut l'adapter en fonction de votre équipe, de votre besoin. Voilà, c'est pas la solution à tous nos problèmes, hein, c'est pas ça que j'annonce. Mais je crois que ça peut nous aider, voilà, pour créer du lien, une sorte de boussole. Donc déjà, identifier une friction réelle, une tâche que qui est vécue comme pénible ou qui est un petit peu floue. Clarifier les objectifs de votre jeu et aussi clarifier pourquoi vous voulez gamifier, hein, qu'est-ce que ça va apporter, quel comportement on cherche à encourager. En fait, faites pas le truc dans votre coin en disant bah voilà, ça va être un jeu, on va faire un jeu parce que justement on veut arriver de ce point A vers ce point B, et puis voilà, comment on mesure le progrès, comment on va le montrer en clarifiant les quêtes, etc. On choisit une ou deux mécaniques qui sont adaptées, les badges, les progressions, du storytelling, de l'exploration, vous voyez, hein, prenez pas tout, hein, essayez pas de faire le nouveau jeu AAA du moment, ouais, faites simple. Voilà. Et co-construisez, j'en parlais avec les personnes qui sont concernées, demandez leur avis, adaptez, hein, faites participer votre équipe, hein, parce que si c'est imposé, ça sera rejeté. Voilà. Il faut rendre ça optionnel, donc voilà, pas d'obligation de jouer, hein. Voilà, les fameux, vous savez, les soirées où vous êtes invité, peut-être ça vous arrive, on fait un petit jeu, vous n'avez pas envie, vous êtes forcé. Bon, moi c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt j'amène mes jeux chez les gens pour jouer, quoi. On va me dire que je veux pas parler avec eux, mais bon, c'est pas ça. Rendre ça donc optionnel. Et puis enfin, la dernière chose, c'est important, c'est d'écouter et puis d'ajuster avec une petite boucle de feedback pour savoir régulièrement est-ce que ça vous motive, est-ce que vous vous sentez valorisé par ce qu'on fait. Il y a des petits signaux faibles, des fois on s'en rend pas compte. Et voilà. Donc c'est un peu d'artisanat, tout ça, ça demande un peu de finesse. Mais voilà, c'est ça qui transforme une gamification subie en un petit moteur dans vos projets, dans vos équipes. Voilà. Si je peux avoir une seule idée, vraiment, faut pas essayer de rendre le travail fun, rendez-le clair, motivant si c'est pas déjà le cas. Et puis, en essayant, en fait, on peut aussi mettre le doigt sur des choses qu'il y avait dans notre métier, dans ce qu'on fait, qui étaient cachées en fait. Hein. Peut-être qu'à un moment, il va dire, mais en fait, on n'a pas envie de faire cette tâche-là. Voilà. Et peut-être que le jeu, ça vous permet d'identifier quelque chose que personne n'avait envie de faire, et on peut en parler au moins, quoi. Voilà.
Et puis jouer. Voilà. Alors là, j'ai un petit, je vous mets ça, je pourrais vous le partager. Je vais le partager sur LinkedIn. Vous pouvez le retrouver. Mais quelques exemples de cas d'usage avec qu'est-ce qu'on peut mettre comme mécanique en face d'un cas d'usage. On veut lutter contre la dette technique, on veut faire de l'onboarding, les gens qui viennent d'arriver dans la boîte, qu'est-ce qu'on peut leur proposer autour du jeu pour qu'ils puissent se sentir inclus, puis découvrir ce qu'on fait, comment on peut faire une bascule technique, comment on peut faire de la sensible sécu ou de la montée en compétences, ou des rituels d'équipe qui s'essoufflent. Ça, c'est quelque chose qui est quand même fait beaucoup par les Scrum Masters qui proposent des nouveaux jeux, etc. Donc ça, je vous le laisserai dans le PowerPoint si vous voulez le récupérer. Je le mettrai sur LinkedIn, je pense. Voilà, merci. N'hésitez pas à voter. Puis je pense qu'on a 10 minutes pour les questions, si vous en avez. Voilà. Merci. Et si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, vous pouvez le dire aussi. Merci pour cette présentation. Alors, j'avais une question. Sur le cas où il y aurait des personnes dans l'équipe qui sont pas du tout attirées par l'aspect ludique et qui souhaitent pas s'embarquer dedans, parce que j'imagine que c'est mieux d'avoir toute l'équipe qui rentre dans le truc. Donc comment ça se passe si sur un sprint t'as un sprint dédié à ça? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont pas, qui arrivent pas à rentrer dedans? Je pense qu'ils continuent à faire ce qu'on avait prévu dans le sprint initialement. Ouais, je pense que si ça leur va comment on fonctionne actuellement, et pour eux, ils supportent pas de mélanger les jeux, ou il y en a même qui sont pas joueurs du tout, et qui sont très satisfaits de faire ce qu'ils font. Je pense qu'il faut que ça, en fait, by design, il faut le faire de façon optionnelle, quoi. Parce que si tout le monde est d'accord, tant mieux, on met le jeu à fond, on met un titre au sprint, on vient déguiser, enfin je sais pas, vous pouvez aller loin, mais effectivement pour la personne qui arrive, si on dit on vient tous déguiser, c'est la personne qui est, vous savez ce que c'est, les soirées déguisées, vous êtes le seul à pas aimer les déguisements, on n'y va pas. S'il te plaît, on n'y va pas parce que on va être les seuls. Il y a une espèce de sprint, ça crée un sprint un peu hybride où effectivement il y a une partie qui va plus aller en mode. Faut le rendre optionnel, faut pas le forcer et que ça soit. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté hors contexte très agile? Dans une équipe où c'est pas. À la maison, tu veux dire? Non, au boulot, mais où du coup t'es pas dans un scrum. J'ai eu la chance, je pense, d'être que dans des équipes où il y avait de l'agilité. Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher en dehors d'un contexte agile? Alors oui, mais je pense que ça peut fonctionner, mais par contre il y a une idée faut que ça reste aussi ponctuel, ces expérimentations autour du jeu, parce que sinon en fait on finit par tout déformer et finalement le jeu ça devient une contrainte et on revient à la maison et on n'a pas envie de jouer parce qu'on joue toute la journée au boulot. Donc je pense que sur ce contexte-là, en tout cas, il faut regarder des cycles courts, dire sur 3 semaines ou je sais pas, sur 3 fois une semaine, on fait des cycles courts, on voit ce que ça donne. Est-ce que ça a réglé les problèmes qu'on avait, et puis après on s'arrête, on met ça de côté et on le refait si les gens ont envie de s'y remettre, mais après, je vois pas de raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Enfin, ça dépend quel problème on veut régler aussi, quoi. Oui. Mais j'imagine que ça doit être possible. Il faut essayer, il faut me dire, en fait, parce que là, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire et j'ai pas pu les faire forcément. Ok, merci. Ou d'autres idées? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez mis des choses comme ça en place? J'avais une question, savoir si ça pouvait pas créer aussi une ambiance de compétition dans les équipes, si tu avais pu observer des choses comme ça, des comportements un peu... c'est toujours le pendant, en fait. Ça met la lumière sur des choses en plus. Ça peut mettre vraiment la lumière sur le fait qu'il y ait 1 ou 2 devs dans l'équipe qui sont mauvais. Si le but c'est allez, on y va, vous produisez le plus possible, vous réglez le plus possible de bugs, et puis il y en a qui arrivent à résoudre des bugs hyper complexes en peu de temps, et puis en fait alors oui, c'est compliqué, faut faire attention, ça manie avec précaution. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on fasse ça? Tout de suite, il faut essayer de capter s'il y en a qui font moi je suis pas trop fan, faut peut-être arrêter avant de commencer, parce qu'en fait c'est les personnes qui vont être moi je suis pas intéressé par la compétition, et du coup ça prend une direction qui me plaît pas du tout, quoi. Il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Peut-être réserver sur la base du volontariat, souvent c'est ce qu'on peut faire. Le Sonar Smash là qu'il faisait, c'était vraiment sur la base du volontariat. Sur le temps du midi, si vous avez envie, on fait du Sonar Smash. Tout le monde l'a pas fait.
Mais je crois que tout le monde a mis à la patte à chacun. Alors peut-être fonctionner en équipe aussi, c'est peut-être mieux. Plutôt que d'avoir des leaderboards avec des personnes, plutôt de faire des leaderboards en équipe, au moins, et puis on travaille en équipe, donc ça rajoute un autre levier sympa, quoi. Mais après, il y a aussi des gens, les tueurs et les tueuses du code, qui ça se trouve ont besoin de ça, en fait, ils sont en train de dormir sur leur projet, et si tu leur mets un leaderboard, peut-être qu'ils vont aller se tirer la bourre, et puis ils vont créer des choses et régler des problèmes qu'on n'avait pas réussi à régler jusque-là, quoi. Eh ben merci. Bon après-midi.